La professionnalisation apparaît très vite dans le football. En effet, les clubs anglais n'ont pas mis longtemps à comprendre que, pour entretenir l'engouement du public, ils avaient besoin de joueurs sans cesse plus performants. Pour cela, ils devaient donc consacrer leur temps au football, être suivis physiquement, médicalement, recevoir des conseils tactiques et techniques, et enfin faire du football leur métier. La fédération anglaise reconnaît ainsi le métier de footballeur professionnel en 1885, permettant à un joueur de gagner officiellement sa vie avec le football comme seul revenu. Un revenu tout d'abord hebdomadaire, payé pendant toute la durée d'un contrat avec le joueur, avec des profits parfois complétés par les entreprises locales. Les premiers transferts font déjà sensation, comme celui du Gallois Billy Meredith pour Manchester City en 1894 en tant que footballeur à plein temps. En janvier 1908, l'ailier passé à Manchester United sera le fondateur du premier syndicat des joueurs professionnels, créé pour obtenir une augmentation des salaires promise par les présidents. Avec ces revendications, le professionnalisme se développe partout en Europe. Malgré la récession suivant les 2 guerres mondiales, il est mis en place dans tous les pays du vieux continent dans les années 50. Ce fut sous forme hypocrite en URSS et dans les pays du bloc communiste où les joueurs étaient des ouvriers d'État et officiellement amateurs, ce qui permet aux pays de l'Est de remporter les tournois olympiques, compétition réservée aux amateurs. Les stars, les premiers gros transferts et les premières compétitions internationales ont développé la professionnalisation jusqu'au XIXe siècle, où le joueur pro est devenu le fruit d'un long et exigeant travail de formation. La syndicalisation. L'Union nationale des footballeurs professionnels, ou UNFP, est une association créée le 16 novembre 1961 par 2 footballeurs, Eugène N'Djolea, alors jeune diplômé en droit, Juste Fontaine, et un juriste, maître Jacques Bertrand. C'est le principal syndicat de footballeurs professionnels français. De l'adoption du statut professionnel en France en 1932 à la fin des années 1950, la situation du footballeur professionnel français est médiocre. La situation est d'ailleurs comparable dans le football anglais ou dans les sports professionnels américains. Les dirigeants ont alors sous contrat les joueurs à vie, et les transferts sont du seul fait des clubs. De plus, les salaires sont médiocres. Après 15 ans de carrière, l'international Tadej Szyzowski ne touche que 400 francs par mois en 1961, soit 20% de plus que le SMIC. Les clubs n'hésitent d'ailleurs pas à minimiser même les salaires de leurs plus fameux joueurs au nom du principe qu'aucun club n'a répondu favorablement à une mise sur le marché des transferts. Ce marché des transferts est évidemment fictif car les prix demandés y sont extravagants. En mars 1961, Eugène N'Djolea, joueur lyonnais qui prépare alors son doctorat en droit, lance l'idée de former un syndicat des joueurs dans le mensuel Football Magazine, et le 16 novembre 1961, l'Union nationale des footballeurs professionnels, ou UNFP, est créée. En 1963, Raymond Kopa, excédé par l'immobilisme des dirigeants, fait des déclarations qui font mouche. Les footballeurs sont des esclaves. Il hérite d'une suspension de 6 mois et est désormais mal considéré par la presse, tout comme les présidents Juste Fontaine, 1961-1964, et Michel Hidalgo, 1964-1969. Kopa devient alors vice-président de l'UNFP et met tout son poids dans la balance pour obtenir des réformes. Le groupement reconnaît enfin l'UNFP comme syndicat légitime et le 27 novembre 1964, la première convention collective est paraphée par le gouvernement et l'UNFP, réformant notamment le régime de retraite. L'ère des réformes peut s'ouvrir. Le problème le plus délicat est celui du contrat à temps. La commission pour traiter cette question est formée dès 1965, mais le fameux contrat à temps n'entre en application en France qu'en juillet 1969. Du club omnisport amateur à la professionnalisation. Le Lyon Olympique est un club omnisport fondé en 1896, initialement issu de la fusion du Racing Club de Vèze et du Rugby Club de Lyon. Il se dote d'une section football en 1899. Sous l'impulsion de Félix Louot, qui investit une somme de 13 millions de francs, le club rejoint les rangs professionnels en 1942 et grâce à de bons résultats récoltés en temps de guerre, est promu en Division 1 à la reprise du championnat en 1945, avant d'être rétrogradé l'année suivante.
En 1950, suite à de nombreuses dissensions entre les sections football et rugby au sein du club, une scission eut lieu. C'est alors que le club de football de l'Olympique lyonnais sera créé. Le développement économique. Si le club se maintient à un niveau national et parfois européen des années 50 à la fin des années 90, l'arrivée d'un nouveau dirigeant, Jean-Michel Aulas en 1987, marque le début d'une nouvelle ère pour l'OL. Si le club se distingue en premier lieu par le sportif, en se maintenant dans l'élite française et en prenant goût aux compétitions européennes, il se distinguera également sur l'aspect financier. Le club, qui possède un budget de 2,9 millions d'euros en 1987, change de dimension en 1999, lorsque l'entreprise Pathé rentre dans le capital à hauteur de 15 millions d'euros. Cette manne financière permettra alors au club de réaliser le recrutement de Sonny Anderson pour plus de 17 millions d'euros, soit le plus gros transfert jamais réalisé pour le club et en France jusqu'alors. Le budget ne cessera d'augmenter, atteignant les 155 millions d'euros en 2011. L'Olympique lyonnais, une société anonyme. L'Olympique lyonnais est depuis son origine une association titulaire d'un numéro d'affiliation à la Fédération française de football, mais également une société composée d'un président unique. Cette dernière a le statut de société anonyme sportive professionnelle et gère le groupe professionnel ainsi que le merchandising, mais en 1999, la société OL Group a été créée dans le but de chapeauter l'Olympique lyonnais et les différentes sociétés qui entourent le club rhodanien. En effet, l'activité du club ne se limite pas à l'aspect sportif et le holding OL Group possède 10 filiales dont OL Merchandising, OL Voyage, OL Brasserie, OL Organisation et OL Image. Le club est même coté en bourse par l'intermédiaire de ce holding depuis le vendredi 8 février 2007. Des sources de revenus multiples. Près de la moitié des revenus du club sont issus des droits TV. On ajoute à cette source les sponsors, équipementiers et sponsors maillots, qui ont rapporté en 2009 plus de 50 millions d'euros au club avec la vente de produits dérivés. De plus, le bilan des transferts de l'OL possède une valeur positive de 20,6 millions d'euros. La dernière source de revenus est la recette des ventes de billets, qui est encore faible, mais que le club a pour objectif d'accroître par la création d'un nouveau stade d'une capacité prévue de 60 000 places, contre 40 000 actuellement. Monde professionnel et monde amateur. Le modèle d'organisation du sport français est unitaire. Il n'y a pas de séparation entre le sport amateur et le sport professionnel. La notion de sport professionnel recouvre en fait des réalités dont il n'est pas toujours aisé de donner une définition, un contenu et un périmètre précis. Deux approches sont cependant possibles. La première permet d'appréhender le sport professionnel comme une branche du sport fédéral. Lorsque l'activité fédérale englobe un secteur de pratique professionnelle, la fédération en fixe généralement les contours en précisant quelles sont les compétitions ouvertes aux professionnels et en qualifiant de sportifs professionnels les sportifs y participants. Ceux-ci dans ce secteur sont majoritairement des salariés. C'est aujourd'hui le modèle dominant. On le retrouve dans les sports collectifs, tels le basketball, le rugby, le handball, le volleyball, le hockey sur glace et bien sûr le football. La seconde approche prend pour point de départ des sportifs qui évoluent au plus haut niveau de leur discipline et vivent de leurs prestations sportives, souvent en tant que travailleurs indépendants, sans appartenir à un secteur professionnel déterminé comme tel par le cadre fédéral. C'est le cas principalement des sports individuels, tels que le golf par exemple. Dans le cas du football, des différences entre football professionnel et amateur sont clairement observables. Les footballeurs professionnels sont bien sûr payés. Leur fin de carrière est vers 35 ans. Ils ont souvent été joueurs amateurs avant d'avoir été professionnels. Les entraînements journaliers et les matchs de week-end ne sont cependant pas réservés au monde professionnel, puisque de nombreux passionnés amateurs font de même. Dans l'amateurisme, le sport devient intergénérationnel. Tout est basé sur le don. Chacun donne de sa personne. Les joueurs, mais aussi les bénévoles du club. Le club étant généralement une association. Enfin, deux fédérations chapeautent ce sport en France. La Fédération française de football, FFF, qui gère tout le football mais surtout le football amateur, et la Ligue de football professionnel, LFP, qui comme son nom l'indique, gère le football professionnel. Enfin, il est important de le signaler, c'est le football professionnel qui finance le foot amateur.
Nous pouvons donner comme exemple les joueurs de l'équipe de France qui en novembre 2011 annonçaient renoncer aux primes correspondant à la part qui leur revient sur les revenus générés par le droit à l'image de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde. Des primes qui s'élevaient à près de 3 millions d'euros et qu'ils reversèrent au football amateur. Voici un tableau présentant quelques chiffres représentatifs de la passion du football en Europe. Jusqu'aux années 1970, la quasi-totalité des recettes des clubs provenaient des guichets. Le football se transforme en business dès le milieu des années 1880 au Royaume-Uni. Les solides recettes enregistrées au guichet permettent de financer l'adoption du professionnalisme et la construction des stades. Au niveau des affluences, la première saison du championnat d'Angleterre, 1888-1889, affiche 4639 spectateurs de moyenne par match. La marque de 10 000 spectateurs de moyenne est franchie avant la fin du XIXe siècle, celle des 20 000 avant la Première Guerre mondiale. Les recettes guichets restent l'élément essentiel du budget des clubs jusqu'aux années 1990. Elles sont progressivement supplantées par les droits de retransmission télévisuelle. Cela dit, pour certains clubs proposant des services annexes, bars, restaurants, voituriers, etc., les recettes de billetterie sont très importantes. Exemple, le club d'Arsenal. En 2005-2006, les recettes des 20 clubs de Ligue 1 français proviennent à 57% des droits télé et seulement à 15% des guichets. La publicité fut toujours présente autour des stades, mais apparaît sur les maillots des joueurs en octobre 1969. Les produits dérivés et les subventions des collectivités locales, 3%, complètent les budgets. Ces mêmes subventions représentaient un quart des recettes au début des années 1980. Elles sont désormais sévèrement encadrées par la réglementation européenne. Les maillots restent longtemps vierges de toute publicité. Le stade est cependant très vite doté de panneaux publicitaires. La publicité constitue un poste important des recettes, notamment depuis la fin des années 1960 et l'autorisation d'arborer des publicités sur les maillots en octobre 1969 en France, après une tentative avortée en 1968. La Ligue voulait imposer à tous les clubs le même partenaire. Le Nîmes Olympique et l'Olympique de Marseille sont les premiers clubs professionnels français à porter une publicité sur leurs maillots. L'UEFA autorise les publicités sur les maillots en Coupe d'Europe des clubs à partir de 1982, sauf pour les finales où l'interdit est levé en 1995. La FIFA interdit les publicités sur les maillots des équipes nationales. Ce type de recette pèse en 2005-2006 pour 18% dans les budgets des clubs de l'élite.